Quel intérêt l'Iran aurait-il à aider le président Trump à s'en sortir? Parce que si l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz pendant les 6 prochains mois ou l'année à venir, ils vont obtenir 100 milliards de dollars de revenus supplémentaires. Si vous vous retirez maintenant, alors que l'Iran contrôle effectivement le détroit d'Ormuz, ce que vous allez faire, c'est scier la branche qui conduit à ce que l'Iran devienne le 4e centre du pouvoir mondial. Nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Robert Pape de l'Université de Chicago dans notre studio. Le professeur Robert Pape, politologue américain, étudie la sécurité internationale, notamment la puissance aérienne, la violence politique, la propagande sur les réseaux sociaux et le terrorisme. Il est l'animateur de The Escalation Trap, une excellente plateforme Substack sur laquelle il partage ses écrits. Professeur Robert Pape, bienvenue dans l'émission aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Absolument. Eh bien, professeur, vous commencez à devenir viral sur les réseaux sociaux, évidemment, en prenant la parole sur la guerre contre l'Iran. Félicitations pour votre passage dans le podcast Diary of a PDG, j'en suis un grand fan. Et c'est vraiment un immense honneur de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui du conflit géopolitique le plus important au monde en ce moment. Et il s'agit du conflit avec l'Iran. Professeur, première question. Que font actuellement les États-Unis en Iran? En ce moment, les États-Unis essaient de trouver une lueur de victoire afin de pouvoir sortir du piège de l'escalade. Et cela ne se passe pas simplement de façon chaotique. Les cadres d'analyse que je propose, qui aident vraiment à expliquer les choses, ont fait un très bon travail. C'est pourquoi Diary of a PDG m'a invité il y a 4 semaines et ils m'ont fait revenir. En fait, ils m'ont même fait venir à Londres pour faire cela. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et le problème fondamental ici, c'est que lorsque nous avons commencé les bombardements, il y avait une série d'étapes prévisibles par lesquelles nous allions passer. J'ai étudié la puissance aérienne pendant 30 ans. J'ai enseigné au sein de l'armée de l'air américaine. J'ai écrit un gros livre, Bombing to Win. Et j'ai aussi modélisé le bombardement de l'Iran pendant 20 ans. Donc, ces étapes ne se produisent pas simplement de manière chaotique. L'étape consiste à bombarder pour essayer de provoquer un changement de régime. Les bombes ont frappé des cibles, tué des dirigeants, sans entraîner de changement de régime. Et la raison, c'est que la puissance aérienne, seule, n'a pas provoqué de changement de régime depuis plus de 100 ans. Il n'y a pas un seul cas. Donc, cela a été voué à l'échec dès le départ. Eh bien, ils ont quand même essayé. Et ensuite, ce n'est pas simplement un échec. Vous voyez, la possibilité pour l'autre camp de riposter est réelle, parce que cet excès de confiance signifie que nous n'avons pas préparé de plan de secours. Maintenant, c'est très évident. Eh bien, ce n'était pas si évident quand j'ai exposé cela 3 jours avant le bombardement. J'ai dit, voilà ce qui va se passer. Ensuite, nous allons nous retrouver piégés. Maintenant, le piège, c'est que nous ne pouvons pas accepter la défaite. Donald Trump ne peut pas accepter la défaite politiquement, sinon sa présidence, si elle n'est pas complètement terminée, sera gravement endommagée à l'approche des élections de mi-mandat. Et les pays dans leur ensemble ont du mal à accepter une défaite stratégique. C'est pourquoi, au Vietnam, nous avons continué à monter les échelons de l'escalade, cherchant ce niveau de victoire qui n'est jamais venu en 10 ans de guerre au Vietnam. Voilà donc le vrai problème en ce moment. Et vous voyez les négociations, elles commencent. Il y a une lueur d'espoir. Elles échouent parce que qu'est-ce que Donald Trump veut? Il veut une victoire nette, qu'il puisse présenter non seulement comme une victoire sur l'Iran, mais aussi comme une victoire sur Obama. Vous voyez. Donc il s'agit autant de politique intérieure que de politique internationale. Et c'est pour cela que nous sommes coincés dans un piège. Et nous espérons que cela prendra fin. Mais j'ai expliqué qu'en réalité, cela risque de continuer encore et encore, de s'intensifier et d'empirer. Et jusqu'à présent, au lieu de seulement 3 jours de bombardement, nous en sommes maintenant à la 7e semaine. Et j'aimerais avoir un ton plus optimiste, mais le problème, c'est que c'est un piège. Et je doute que l'Iran lui accorde cette victoire facile. Quel intérêt l'Iran aurait-il à tirer le président Trump d'affaire? C'est là le problème fondamental. Non, très bon point. Je pense que Trump cherche désespérément une porte de sortie, un moyen de présenter cela comme une victoire politique, mais il n'y arrive pas. Comme vous l'avez dit, 7 semaines après le début du conflit. Ce que les gens devraient continuer à penser. Je souligne que c'est compréhensible. Les marchés pensent que Trump étant désespéré, il va tout arrêter. Eh bien, ils pensent cela depuis le 29 février.
D'accord. Donc ça continue vraiment, vraiment avec ces attentes que cette pression à elle seule. Et d'ailleurs, l'économie mondiale est vraiment au bord de son premier précipice dans les prochaines semaines. En fait, il y a plusieurs précipices qui se profilent, comme je l'ai expliqué sur mon Substack il y a quelques jours. Donc ce n'est pas qu'une seule falaise, il y en a plusieurs, et nous ne les avons pas encore atteintes. Mais elles arrivent, et les gens continuent de penser. Eh bien, nous sommes sur le point de tomber dans ces précipices. Cela mettra sûrement fin à la guerre. Eh bien, le problème ici, c'est que ce n'est tout simplement pas le cas. Parce que cette falaise ne signifie pas une victoire stratégique pour le président Trump. Et c'est ça le problème fondamental. Il a besoin d'une victoire. Sinon, il risque de laisser la situation empirer, voire la laisser dégénérer. Professeur, je souhaite reparler d'un tweet que vous avez publié il y a quelques jours. Je vais le lire pour notre public. Dans 10 jours, certaines parties de l'économie mondiale manqueront de biens essentiels. Après 30 ans à étudier sanctions et blocus, je ne dis pas cela à la légère. Ce n'est pas seulement une question de prix, mais de pénurie. Les marchés ne sont pas prêts. Je pense que vous avez fait allusion à cela lorsque vous avez parlé de ces effets de seuil à venir. Pouvez-vous développer ce point? Faisons en sorte que notre public en sache un peu plus. Oui, ce que je fais différemment, ce n'est pas seulement réagir, mais j'essaie de donner des cadres d'analyse. D'ailleurs, j'enseigne ces cadres depuis 30 ans. J'enseigne cela à l'US Air Force, pas comment larguer une bombe sur une cible. J'enseigne comment la force militaire interagit avec la politique à travers des cadres d'analyse. Et c'est ce qui a été si utile ici pour les décideurs, les étudiants, et maintenant, j'espère, pour le monde entier. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsque vous étudiez les blocus, et il s'agit de blocus économiques, souvent en temps de guerre, et je les ai étudiés pendant 30 ans, dans le cadre de mes travaux sur les sanctions économiques, sur la puissance aérienne, qui examine aussi les blocus navals. Vous voyez un cadre clair, qui est que dans les premières semaines d'un blocus, ce à quoi on assiste, c'est à une perturbation des marchandises qui entrent, ce qui augmente le prix des biens à l'intérieur de l'entité qui subit le blocus. Dans ce cas, c'est le monde entier qui est soumis à un blocus, mais cela fait augmenter les prix. Et la raison, c'est qu'il reste encore des choses dans ce pays. Il y a du matériel, il y a des stocks, et c'est pour cela que les blocus font augmenter les prix. Mais ensuite, après environ 4 ou 5 semaines, peut-être 45 jours, on passe à une autre étape. C'est l'étape où ces stocks s'épuisent, et c'est là que vous avez de vraies pénuries. Avant, il y avait la peur de la pénurie. C'est pour cela que les prix ont augmenté pendant les 45 premiers jours. Mais après 45 jours, là, vous avez réellement des pénuries. Et vous voyez vraiment ces pénuries se matérialiser. Parce que vous avez la Corée du Sud, vous avez les Philippines, vous avez des États asiatiques. Ils passent déjà à des semaines de travail de 4 jours au Pakistan maintenant. Parce qu'il y a de vraies pénuries qui se produisent. Eh bien, après l'étape suivante, au-delà de cela, disons, entre le 60e et le 90e jour, maintenant vous arrivez à la 3e étape, qui est la contraction de la production de matières premières, parce que vous n'avez pas d'approvisionnement alternatif. Source de 20% du pétrole mondial, 30% des engrais mondiaux. Il n'y a rien de tel qui attend simplement, qui reste inactif, prêt à être utilisé. Donc, ce à quoi vous aboutissez, c'est un processus en 3 étapes. Hausse des prix, pénurie, contraction. Et j'ai publié cela il y a quelques jours. Et vous voyez maintenant que le FMI vient grosso modo d'en publier l'explication. Ici, je donne plus de détails. Et ensuite, je fais aussi une comparaison avec 1973 à travers ces étapes. Donc, vous pouvez vraiment voir que lors du choc pétrolier de 1973, les étapes se sont déroulées presque de façon identique là aussi. C'est pareil avec le blocus autour du Japon, pour forcer le Japon à se rendre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a ces 3 étapes. Et une fois que vous comprenez les étapes, alors vous savez quoi chercher à chaque étape comme indicateur concret. Et cela vous donne alors un avertissement sur le risque à venir. Nous en sommes donc au jour 46, en ce moment. Nous venons juste de passer le jour 45. Et avec le blocus militaire américain, en plus du blocus iranien, il y a très peu de choses qui vont sortir du détroit d'Ormuz à ce stade. Il y a sans doute quelques navires, mais pas de grand afflux, c'est certain. Donc, ce que cela signifie, c'est qu'il s'agit probablement d'un modèle prédictif, que vous allez probablement voir ici d'ici le 1er mai. Vous allez commencer à voir de vraies pénuries se produire.
et elles commenceront à être rapportées dans les journaux. Et puis, d'ici le 1er juin, c'est probablement à ce moment-là que vous commencerez à recevoir les premiers rapports réels de véritables contractions de la production de matières premières. Les producteurs fabriquent moins de meubles, moins de matériel médical, moins d'automobiles. Il y aura simplement une contraction généralisée, car ces intrants ne sont plus seulement plus chers, ils ne sont tout simplement pas là. C'est là que réside le vrai problème. Et c'est pourquoi, même s'ils crient et hurlent en ce moment, vous verrez qu'ils disent « il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête ». Attendez jusqu'au 1er mai, puis attendez jusqu'au 1er juin. Et puis, ça va continuer comme ça. C'est ce qui s'est passé lors du choc pétrolier de 1973. Cela a duré 151 jours, 151. C'est exactement le nombre de jours que ça a duré. Et cela a suffi à plonger l'économie américaine dans la stagflation pendant 8 ans. Des années, avec des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers à 16%, pas 6%, 16%. L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 500 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse. Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos? Exactement. Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance, et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors, si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent, Je les contrôle. et avec Mintos, Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description. Les codes QR juste ici. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus de ça, un bonus. ne ratez pas ça et bonne chance. Comprendre que c'est vraiment pour cela que le détroit d'Ormuz est si important, et que les véritables conséquences de ce qui se passe ici sont à venir. Elles sont retardées, mais pas pendant 20 ans. J'ai vu votre analyse, et à l'étape 4, vous pensez que l'Iran deviendra la 4e puissance mondiale. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et l'autre chose que vous avez mentionnée dans un autre tweet, après 40 jours de bombardement, l'Iran a plus de marge de manœuvre, pas moins. Faites-moi part de vos réflexions à ce sujet. Absolument. Comme certains auditeurs le savent sûrement, m'ayant entendu ces dernières semaines, j'ai expliqué au début de la guerre qu'il existait un piège d'escalade en 3 étapes. Maintenant, on demande s'il y en a davantage. Oui. Donc nous avons traversé la première étape, comme je l'ai dit, les bombardements pour renverser le régime n'ont pas provoqué son effondrement. Ils ont au contraire renforcé le régime. Deuxième étape, l'adversaire, l'Iran. Riposte, frappe, escalade horizontale, prend le contrôle d'Ormuz. Troisième étape, ensuite, nous avons le dilemme de l'engagement au sol. Et c'est à ce moment-là que vous avez vu. Et je prédisais que nous allions déplacer des Marines même avant qu'ils ne bougent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais maintenant, une fois que vous entrez dans le dilemme de l'engagement au sol, remarquez qu'il devient tout de suite évident que cela va être très, très coûteux, n'est-ce pas? Maintenant, ce n'était pas si évident quand vous avez commencé les bombardements parce que vous ne pensiez pas vraiment à cela. Donc, en arrivant à la troisième étape, la vraie question commence à être « Est-ce que vous vous retirez simplement? Est-ce que vous reculez simplement ?» Et ce que j'explique, c'est que si vous faites cela, et beaucoup de gens voulaient que cela arrive, vous ne revenez pas simplement au 27 février, la veille des bombardements, parce qu'une nouvelle voie s'ouvre. Si vous vous retirez maintenant, alors que l'Iran contrôle effectivement le détroit d'Ormuz, alors ce que vous allez faire, c'est que vous vous engagez sur la voie qui mène à faire de l'Iran le 4e centre de puissance mondiale. J'ai publié une grande tribune à ce sujet, et sur les détails de la façon dont cela pourrait se passer dans le New York Times. Je ne dis pas qu'aujourd'hui l'Iran est le 4e centre du pouvoir mondial. Je veux être très clair. Ce que je dis, c'est que nous sommes à un carrefour, où il ne s'agit pas simplement de revenir au 27 février, le statu quo est anéanti. C'est ce que tout le monde voudrait. J'adorerais cela. Non, nous sommes à un carrefour. Et cela, vous le voyez chez le président Trump.
Je pense qu'il comprend cela parce qu'il reconnaît déjà que s'il conclut simplement n'importe quel accord maintenant, ce n'est pas seulement qu'il n'aura aucune victoire stratégique à mettre en avant. Il est en train de faire de l'Iran le 4e centre de puissance mondiale. Et c'est pourquoi J.D. Vance, vous l'entendez dire, eh bien, il faut qu'on récupère cet uranium enrichi. Parce que si l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz pendant les 6 prochains mois ou l'année à venir, ils vont obtenir 100 milliards de dollars de revenus supplémentaires. Et ils ont déjà assez d'uranium enrichi pour fabriquer entre 10 et 16 bombes. L'évaluation des renseignements par n'importe qui. Je ne parle pas d'une évaluation de Trump, c'est que dans un an, il y a plus de 90% de chances que l'Iran ait plusieurs armes nucléaires. Je veux dire, qui essayons-nous de tromper ici? Alors, vont-ils simplement s'en abstenir par bonté de cœur? Non, c'est la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Donc, dans environ un an, peut-être un an et demi, ils contrôleront 20% du pétrole mondial, 30% des engrais, et ainsi de suite. Et aussi, ensuite, une puissance pétrolière pleinement capable sur le plan nucléaire, voire dotée d'armes nucléaires. Là, on parle d'une 4e puissance mondiale. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà à quoi ressemble la porte de sortie si on se retire simplement et qu'on conclut un accord. Il est peu probable que l'Iran abandonne sa capacité nucléaire. Sinon, qu'est-ce qui empêcherait Israël de bombarder à l'avenir quand il le souhaite? Ou l'Amérique? Et il est également peu probable qu'il renonce à devenir une puissance mondiale. Pourquoi l'Iran renoncerait-il à devenir une puissance mondiale alors qu'il émerge? Il n'y est pas encore, mais il progresse. Et c'est là que ce dilemme entre les étapes 3 et 4, comme je l'appelle, fait des allers-retours, encore et encore. Donc, vous entendez, vous savez, un jour aux informations que nous préparons 10 000 membres des forces spéciales pour aller voir quelque chose à Esteban. Le lendemain, les informations disent que nous sommes revenus à réfléchir au piège de la négociation, cette voie, qui est essentiellement l'étape 4. L'Iran est, vous savez, en bonne voie pour devenir une puissance mondiale. Mais nous faisons des allers-retours. Et la raison, c'est que du point de vue de Trump ou de l'Amérique, nous sommes coincés, à moins que l'Iran accepte un marché de dupes et nous sauve la mise. Je reçois encore de nombreux emails me demandant « Professeur Pape, pourquoi l'Iran ne cède-t-il pas simplement? Ils vont abandonner comme par magie. » J'aimerais que ce soit vrai, mais nous n'avons aucune preuve qu'ils vont simplement abandonner comme par magie. Ce qu'ils ont fait, c'est gagner du pouvoir, pas en céder. Oui, je pense que si tu y as autant réfléchi, et comme tu l'as dit, le régime s'est durci. Aucun objectif militaire stratégique n'a vraiment été atteint à ce stade, tu sais, de la part des États-Unis. Alors pourquoi l'Iran donnerait-il à Trump la porte de sortie dont il a besoin? Même si tu avais un nouveau régime, le fait qu'il y a une semaine jour pour jour, je veux dire, souviens-toi, il y a une semaine jour pour jour, le président Trump a lancé la menace de détruire en une nuit toute la civilisation iranienne. Cela signifie que c'est essentiellement une menace nucléaire d'une clarté aussi flagrante qu'on puisse en formuler avec des armes nucléaires. Donc, les gens ne le savent peut-être pas. J'étudie cela. Les États ne font pas cela. C'est ce qui est considéré comme une menace nucléaire en diplomatie. Eh bien, le président Trump vient effectivement de menacer les 92 millions d'Iraniens, ce qui inclut l'ensemble du mouvement pour la démocratie. Voilà pour le soutien au mouvement pour la démocratie. Mais cela signifie aussi que, disons, vous avez un mouvement pour la démocratie qui renverse ce régime. Pourquoi ce mouvement démocratique renoncerait-il aux armes nucléaires? Et si ce n'était pas simplement « Oh, ils vont être nos instruments, nos marionnettes. Ils détestent tellement leur régime. Ils vont simplement obéir à l'Amérique en tant que sujet du nouvel empire américain. » Ça ne va pas passer. Surtout une fois que vous menacez de tous les tuer en une nuit, ce qui n'est possible que pour très peu de personnes dans le monde. Et Donald Trump en fait partie. Nous avons environ 400 à 500 Minutemen. 3 missiles, avec des ogives nucléaires, ayant plusieurs fois la puissance de celle d'Hiroshima et de Nagasaki ici, qui pourraient frapper l'Iran en 90 minutes. À partir du moment où le président appuie sur les codes de lancement dans la mallette noire qu'il a avec lui, c'est donc un pouvoir énorme que nous avons confié à une seule personne aux États-Unis. Et donc, quand cette personne profère cette menace, les Américains peuvent ne pas savoir quoi en penser.
Je doute fortement que les Iraniens se laissent aussi facilement berner par cela. Cela montre à quel point ce qui s'est passé est dangereux. Donc, je ne pense vraiment pas que vous allez y arriver. Il serait très naïf de croire, à ce stade, que l'Iran va simplement tout abandonner. Oh oui, on va couler leur économie. On l'a déjà fait d'ailleurs. On a déjà coulé leur économie avec ces sanctions et ça n'a pas fonctionné. Donc, au final, je pense juste que nous allons droit dans le mur. Nous sommes toujours coincés dans un piège. Ouais. Professeur, vous avez mentionné Israël et j'aimerais avoir votre avis spécifiquement sur Israël parce que votre théorie du piège de l'escalade est vraiment une théorie avancée des jeux basée sur le dilemme du prisonnier où il y a vraiment deux personnes impliquées. Je pense que nous devons le faire. On voit un troisième pays impliqué, c'est sûrement Israël. Dites-moi ce que vous pensez de la façon dont Israël, eh bien, C'est comme le dilemme du prisonnier. Puisque vous et sans doute beaucoup ici le connaissez, je ne détaillerai pas les mécanismes. C'est donc un peu technique pour le public. Mais le dilemme du prisonnier met en scène deux prisonniers, qui étaient complices d'un crime, et la police les place dans des pièces séparées. Ils incitent chacun à dénoncer l'autre, en proposant un marché avantageux à celui qui le fait. C'est le dilemme du prisonnier. Est-ce qu'ils dénoncent leurs complices ou pas? Eh bien, c'est justement le cas où vous auriez une tierce partie qui intervient, où au lieu d'encourager la dénonciation de l'autre, la tierce partie entre et dit « Oui, dénonce-les. On va t'avoir de toute façon. » Donc ça, c'est le trouble fait. C'est ce que ça veut dire, être un trouble fait dans ce dilemme du prisonnier. Donc Israël a essentiellement agi comme ce qu'on appelle le trouble fait lors de différentes phases de diplomatie. Si on remonte à il y a 1 an, il y a eu des négociations entre l'administration Trump et l'Iran à la fin du mois de mai 2025. Et le président Trump disait « Eh bien, nous sommes proches d'un accord. Nous pourrions vraiment conclure un accord ici. » Et ce qui s'est passé, c'est qu'Israël a lancé une attaque surprise, une attaque aérienne, tuant les véritables négociateurs avec qui nous étions en pourparlers. Ils les ont littéralement tués sur le coup. D'accord. Et cela, c'était juste avant qu'ils ne montent dans un avion pour aller aux négociations. Donc ils ont littéralement choisi exactement le bon moment à cause des négociations. Ils savaient exactement où ils seraient pour les tuer sur le coup. Eh bien, cela s'est effectivement reproduit en février. Et vous avez entendu cela de Marco Rubio, quand Rubio a dit « Eh bien, je vais vous dire pourquoi nous avons dû commencer la campagne aérienne le 28 février. C'est parce qu'Israël nous a dit qu'ils allaient refaire cela et tuer le guide suprême ainsi qu'environ 20 des membres les plus modérés de l'élite qui travaillaient réellement aux négociations. » Donc Israël a refait cela. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'Israël l'a fait au moins 2 fois. Il pourrait même y avoir d'autres séries de ce genre parce que des gens m'envoient ces informations par email. Je comprends. Mais le fait c'est qu'il y a au moins 2 fois où Israël a joué le rôle de trouble fait. Et cela va rendre les choses extrêmement difficiles, ne serait-ce que parce qu'Israël a éliminé les plus modérés ici, ceux qui étaient prêts à négocier avec les États-Unis. Et il y a toujours un certain risque ici, parce qu'il y a toujours plus de durs ici qui sont furieux. Ils ne veulent pas de négociation. Ils veulent se venger. Ils veulent que les coups arrivent directement ici. Et s'ils doivent encaisser un peu de douleur, ça leur va. Ils veulent que les coups partent d'ici, pas seulement qu'ils arrivent. Et c'est ce qu'Israël a fait. Ça a vraiment été très difficile d'arriver à une véritable conclusion, je dirais, d'un accord. Professeur, je voudrais évoquer un autre de vos tweets où vous affirmiez que l'Iran sait que nous ne pouvons pas les vaincre et en profite sans avoir besoin de gagner militairement. Ils doivent seulement garder le système sous pression. Pensez-vous que c'est la stratégie future de l'Iran? Donc, vous savez, je pense qu'ils ont en fait prouvé au monde qu'ils peuvent réellement tenir tête, vous savez, à l'armée des États-Unis. De nouvelles connaissances qui sont venues avec la guerre. Vous voyez, la guerre n'est pas seulement le reflet des tendances d'avant-guerre, mais dans ces tendances, il y a une certaine ambiguïté. Quelle est réellement l'interaction? J'ai publié mes prédictions plusieurs jours avant les bombardements. Et je comprends que peu de gens les aient prises au sérieux, car je suis professeur sans accès à des informations classifiées. Puis cela se confirme, n'est-ce pas? Eh bien, ici, vous avez une situation où cette ambiguïté est en train d'être résolue de manière assez nette. Le brouillard de la guerre se dissipe.
Cela montre que l'Iran ne peut pas être facilement vaincu. Et cela signifie une guerre longue, peut-être dans 6 mois. Donc je me dis, vous savez, peut-être qu'on pourra, vous savez, les renverser en novembre. Mais pensez aux dégâts qui vont se produire dans l'économie mondiale d'ici là. Donc, ce que vous voyez, c'est que l'Iran a adopté une stratégie de guerre longue. C'était la stratégie vietnamienne. Ce n'est pas juste une idée spéciale, c'est pareil avec les talibans afghans. C'est comme ça qu'on bat l'Amérique. Vous partez sur une guerre longue, vous attaquez le point faible de la politique américaine. Et c'est comme ça que nos adversaires s'y prennent. Ils ne vont pas affronter les marines de front. C'est pourquoi ça n'a aucune importance. Nous avons coulé leurs marines. Ce n'est pas comme ça que l'Iran va gagner ou prendre l'avantage. Et c'est ce qui s'est vraiment produit. Et c'est pourquoi, chaque jour qui passe, ils en savent désormais plus. C'était le but de mon tweet sur X, c'est qu'ils ont maintenant une information concrète qu'ils n'avaient pas auparavant. Avant la guerre, ils pensaient peut-être pouvoir tenir plus longtemps que l'Amérique pendant 6 semaines. Maintenant, ils savent qu'ils ont tenu plus longtemps que l'Amérique pendant 6 semaines. Et à tous les coups, ils pensent que c'est 9. S'ils ont un polymarket au sein du régime, ils disent probablement qu'il y a 90% de chances qu'on tienne jusqu'en novembre, parce que leur objectif est de couler le... Eux aussi veulent un changement de régime. Ils veulent un changement de régime en Amérique. Ouais, hein, tu vois, mon garçon, nous aussi on peut jouer à changer de régime. Ce n'est pas juste l'Amérique qui renverse les anciens régimes. D'autres pays ont aussi cette idée. Incroyable. Oui, c'est un bon point. Professeur, vous aviez évoqué environ 70% de chances que les États-Unis envoient des troupes au sol. Voyez-vous cela à l'avenir? Je veux dire, nous arrivons au mois d'été. Ce que beaucoup de gens disent. Dans mon premier épisode de Diary of a PDG, c'était il y a environ 4 semaines. Il a vraiment insisté. Stephen est vraiment un maître pour te faire parler. Et j'étais un peu réticent à donner un chiffre. Mais la vérité, c'est que j'avais un chiffre en tête. Et j'ai dit que ce serait limité. Ce serait comme aller chercher la matière nucléaire. Et puis dit, dans ce cadre, tu pourrais avoir des marines qui débarquent sur les plages, etc. afin de préparer le terrain pour cela. Donc en résumé, comme je l'ai dit, il y aurait 70% de chances. Et je dois dire, après avoir vu la déclaration de J.D. Vance sur le fait que cela ne peut pas se terminer tant que ce matériau enrichi n'est pas sorti du pays, que ce n'est pas une question d'accord sur 5 à 20 ans. L'administration Trump veut que tout ce matériau enrichi soit retiré, y compris les 1000 livres à 60%. Et J.D. Vance était essentiellement le plus modéré de l'administration Trump. Donc, une fois qu'il est d'accord pour une escalade à ce sujet, j'augmenterai même au-dessus de 70, peut-être 80% maintenant. Il y a encore une chance. Je ne dis pas que c'est 100%. Rien n'est jamais sûr à 100% ici. Mais nous réduisons ces possibilités. Et c'est parce que Vance voit clairement maintenant. Il a décidé que l'Iran ne peut pas garder cet uranium enrichi à 60%. Eh bien, comment allez-vous les persuader de l'abandonner ? Vous pouvez écraser leur économie, absolument, ici. Mais au fait, le pétrole ne représente que 20% de leur PIB. Donc c'est Saddam Hussein. C'était 50% du PIB de Saddam Hussein. Et il n'a pas cédé pendant 12 ans. Donc, vous pourriez dire, eh bien, on finira par les écraser économiquement, non ? Mais là, vous parlez de très longues périodes. Et ils ont vraiment une raison de garder cet uranium enrichi. C'est pour fabriquer réellement des armes nucléaires. Ouais, eh bien vu les preuves sur la manière dont Israël les a attaqués et, comme vous l'avez dit, tué leurs négociateurs de paix, les États-Unis. Je veux dire, c'est probablement quelque chose que j'imagine que beaucoup d'Iraniens aimeraient certainement en avoir une. Dernier point pour votre public. Inverser la perspective. Imaginons que l'Iran possède ces milliers d'armes nucléaires et qu'il est un allié dans la région, disons le Pakistan, qui possède aussi des armes nucléaires, alors que l'Amérique n'en a pas, et qu'il nous faisait subir cela, et que nous étions en train de négocier parce que nous voulions des armes nucléaires, mais que l'allié, le Pakistan, tuait littéralement nos négociateurs à chaque fois que nous essayions de conclure un accord. Est-ce que nous, les Américains, dirions simplement « Oh, oui, on abandonne et on va juste se soumettre à l'Iran et au Pakistan » ? Sérieusement ? C'est vraiment ce que l'Amérique ferait ? Je ne pense pas. Et c'est ce que nous essayons de faire à l'autre camp. Et y a-t-il une chance ?
Je dirais toujours qu'il y a cette possibilité de 20%, mais ce n'est pas un jeu à 50-50, et il faut arrêter de parler comme si, oh, bien sûr, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Non, nous faisons une évaluation des risques. Voici les risques, et voici les probabilités. Oui, absolument. Eh bien, professeur Pape, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous. Et je veux m'assurer que nos téléspectateurs sachent que nous allons mettre les liens vers votre Substack, The Escalation Trap, dans la description ci-dessous. Vous avez aussi dit que vous organisez un des événements majeurs pour que plus d'Américains et de personnes dans le monde entier comprennent cela, et cet événement approche. J'aimerais que vous en informiez notre public. Je dirige un centre à l'université de Chicago appelé Chicago Project on Security and Threats. Et nous organisons les conférences annuelles Chuck Hagel à l'université de Chicago. La prochaine aura lieu le 17 avril, et elle sera entièrement consacrée à la guerre avec l'Iran, à la Chine et à l'Asie, l'un des grands sujets ici qui n'a pas reçu assez d'attention. Et nous aurons sur scène, je serai le modérateur d'une conversation avec l'ancien secrétaire à la défense Chuck Hagel et l'ancien secrétaire d'État adjoint Kurt Campbell. Il est la personne la plus compétente sur la Chine et l'Asie, tout gouvernement confondu, démocrate comme républicain, depuis 15 ans. Donc ce n'est pas simplement un autre événement. Et les auditeurs ici peuvent aller sur Eventbrite. Ils peuvent aller chercher cela, chercher par mon nom, ces posts, Chuck Hagel Lecture, 17 avril, et ils peuvent rejoindre le direct gratuitement. Donc, il n'y a absolument aucun coût. Ce sera une conversation publique d'1h30. Ce direct est gratuit. On peut accueillir jusqu'à, m'a-t-on dit, 50 000 personnes ici sur le direct gratuitement. Donc je ne pense pas qu'on atteindra cette limite. Mais soyez parmi les 50 000 premiers, et vous pourrez le voir. Prenez un billet, et c'est tout simplement gratuit. Et ça fait le tour du monde. Ça va être diffusé en direct partout. Bien sûr, pour nos auditeurs, nous mettrons les liens de l'événement, le Substack et le Twitter du professeur Pape afin que vous puissiez suivre. Merci beaucoup pour votre travail et vos analyses remarquables, professeur. Restons en contact. Nous vous inviterons sûrement à nouveau dans l'émission au fil de l'évolution de ce piège de l'escalade. Mais je voulais simplement vous remercier énormément pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et merci beaucoup à vous. Vous faites un travail formidable et très important. Merci infiniment. Eh bien, tout le monde, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de l'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochain épisode. Le réseautage a été incomparable. Les amitiés nouées en si peu de temps avec des personnes partageant les mêmes idées ont été vraiment importantes. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cet événement jusqu'à présent, c'est d'élargir ma vision et mes horizons sur tant de marchés différents et sur la façon dont on peut y accéder. Je trouve ces événements essentiels aujourd'hui car des millions de personnes cherchent des réponses et ont beaucoup d'expérience. Ils viennent du monde entier et ils ont chacun leur propre vie. Et lors d'un événement comme celui-ci, les gens peuvent se rassembler et vraiment partager leurs expériences. Je l'observe depuis des années et c'est sans doute l'une des raisons qui m'ont poussé à quitter le Royaume-Uni pour m'installer en Asie du Sud-Est. Donc, être à cet événement et rencontrer réellement les personnes que j'ai suivies pendant de nombreuses années, c'est vraiment génial. On a presque l'impression de boucler la boucle. Pour être honnête, pour moi, le meilleur aspect, ce sont les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent. J'ai rencontré des personnes qui ont des contacts dans des endroits où je prévois justement de faire des affaires ou de créer certaines entités et ainsi de suite. De tels événements sont très inspirants. Ils sont stimulants dans la mesure où vous devez vous poser des questions sur certaines des anciennes hypothèses que vous aviez. Mais plus que tout, ils offrent des possibilités. Ce n'est pas seulement de l'espoir né de la rhétorique ou quoi que ce soit du genre. Ils offrent de l'espoir dans le vrai sens du terme, avec fiabilité et des moyens pratiques, et l'opportunité de vraiment faire circuler les compétences, les capitaux et les personnes partout dans le monde.